Tous, mesdames et messieurs, chers abonnés, très chers académiciens, bonjour. Je me dois donc de vous souhaiter les bienvenus sur notre chaîne YouTube Académie des logisticiens, notre plateforme d'apprentissage en gestion logistique et transport. Aujourd'hui, nous allons apprendre sur les intervenants ou acteurs publics du transport maritime. Vous l'avez bien entendu, la thématique faisant l'objet de cette présentation porte sur intervenants ou acteurs publics du transport maritime. Avant, bien évidemment, d'entrer dans le vif de notre sujet, permettez que je me présente. C'est toujours votre humble formateur Didi Chance Ambia, expert CIMAC, consultant international et coach de carrière en gestion logistique et transport. Nous vous donnons la possibilité de nous contacter via WhatsApp à travers le 00242 06 828 79 15. Pour quelle raison? C'est peut-être la question que l'on peut se poser. Eh bien, tout simplement parce que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Peut-être que dans cette présentation, il y aura des zones d'ombre. Donc, prière, bien évidemment, de poser les éventuelles questions par ce canal. Je vais donc vous présenter la structuration de cette présentation. Alors, c'est une formation qui est structurée en 4 points. Le premier point est consacré à l'intérêt de cette thématique pour un logisticien que je suis, pour un logisticien que vous êtes. Au deuxième point, nous allons faire un petit rappel sur les différents intervenants ou acteurs du transport maritime, c'est-à-dire nous allons rappeler ces différents intervenants de manière générale. Au troisième point, nous allons parler des intervenants publics. Donc le deuxième point parlera de la généralité en ce qui concerne les intervenants. Au troisième point, ça sera de manière un peu plus spécifique, c'est-à-dire on ne va parler uniquement que des intervenants publics. Le quatrième et dernier point sera consacré aux différentes missions assignées à chaque intervenant public. C'est-à-dire, nous allons d'abord apprendre quels sont les différents intervenants publics habilités à évoluer sur une plateforme portuaire. Et ensuite, quelles sont les différentes missions assignées à tout un chacun. Chers académiciens, mesdames et messieurs, je pense que le menu est très intéressant. Prière donc de rester scotché jusqu'à la fin afin de bien comprendre cette thématique. Allons donc directement répondre à la première question portant sur l'intérêt de notre thème pour un logisticien. Je vais tenter de répondre à cette question en 2 volets. Premièrement, je dirais qu'en notre qualité de logisticien, si nous pouvons avoir cette chance d'évoluer, sinon de travailler sur une plateforme portuaire, c'est-à-dire de travailler dans un port, il serait très intéressant pour nous de connaître, sinon de savoir les différents acteurs publics habilités à travailler ou à évoluer dans un port, ainsi que les missions de tout un chacun. Parce qu'en notre qualité de logisticien, soyez-en sûrs que nous pouvons travailler, sinon évoluer sur une plateforme portuaire. Mais en évoluant sur une plateforme portuaire, il serait quand même intéressant pour nous de maîtriser, voilà, de manière générale, qui sont les différents intervenants publics ainsi que privés habilités à évoluer sur cette plateforme. Également, nous pouvons dire que dans le cadre d'une opération d'importation des marchandises par voie maritime, le logisticien doit connaître les différents intervenants de la chaîne de passage portuaire, pas seulement des marchandises, mais également des navires. Alors, ici, nous, en notre qualité de logisticien, on peut, dans le cadre des approvisionnements, localiser des fournisseurs à l'étranger ou contractualiser avec un fournisseur étranger. Et donc, dans le cadre de l'organisation des opérations d'importation, si la marchandise doit être transitée ou acheminée par voie maritime, permettez-moi l'expression, le logisticien doit quand même, à mon avis, maîtriser la chaîne de passage portuaire. Pas seulement des marchandises, mais également des navires. D'où la quintessence de notre thématique portant sur les différents intervenants ou acteurs publics du transport maritime. Je
On va donc répondre à la deuxième interrogation, qui est celle de savoir pourquoi doit-il avoir plusieurs intervenants dans un port? Eh bien, vous allez remarquer avec moi que généralement, dans un port, il y a plusieurs intervenants, il y a plusieurs acteurs. Je tiens également à préciser que lorsque nous parlons des intervenants ici, il ne s'agit pas des personnes physiques, mais ce sont plutôt des personnes morales, c'est-à-dire ce sont soit des entreprises, soit des administrations publiques. Donc, pourquoi est-il important d'avoir toutes ces entreprises, c'est-à-dire publiques et privées, sur une plateforme portuaire? Eh bien, nous pouvons comprendre que le navire, qui peut être assimilé à une personne physique, sujet d'un contrôle lorsqu'elle se trouve dans un aéroport, doit aussi faire l'objet d'un contrôle par des services administratifs lors de son escale dans un port. Tout ceci afin de bénéficier des services que lui réserve ce dernier. C'est-à-dire, nous pouvons comparer un navire avec une personne physique. Lorsqu'une personne physique arrive dans un aéroport, c'est carrément impossible pour cette dernière de traverser l'aéroport sans pourtant se faire contrôler. Eh bien, c'est le même principe avec les navires. Tout navire qui arrive dans un port doit obligatoirement être contrôlé par les autorités compétentes afin de bénéficier des services que lui réserve ce port. Ce contrôle, c'est tout simplement pour accomplir les différentes formalités qui sont d'ordre administratif et commercial. C'est ce qu'on appelle par la phase d'arraisonnement. Cette phase qui est une opération effectuée par plusieurs agents, c'est-à-dire par plusieurs acteurs ou intervenants, travaillant pour l'autorité portuaire avant le début des opérations commerciales, s'inscrit dans le but de vérifier si le navire qui rentre au port respecte bien la réglementation en vigueur. Alors j'espère que vous avez très bien compris. Donc le navire doit se faire contrôler par les autorités compétentes. Tout ceci, c'est dans le but de vérifier si le navire qui rentre au port respecte bel et bien la réglementation en vigueur. J'espère que vous avez très bien compris pourquoi la présence des différents intervenants sur une plateforme portuaire. De manière résumée, c'est tout simplement pour les formalités administratives et commerciales. Passons à une autre question. Cette fois-ci, nous abordons la partie rappel sur les différents intervenants ou acteurs du transport maritime. Nous pouvons comprendre que de manière générale, il existe plusieurs acteurs ou intervenants dans la chaîne de transport maritime. Mais pour faciliter la compréhension des uns et des autres, nous allons regrouper ces intervenants en trois grandes familles, parmi lesquelles nous avons les acteurs publics, les acteurs privés et l'autorité portuaire. Donc, je tiens à repréciser que sur une plateforme portuaire, nous avons la présence de plusieurs acteurs, sinon intervenants, mais il serait un tout petit peu fastidieux de les étudier de manière isolée. Donc, pour faciliter la compréhension, nous les regroupons en trois grandes familles, à savoir les acteurs ou intervenants publics, les acteurs ou intervenants privés, et enfin l'autorité portuaire. Je tiens à préciser que la première partie portant sur les acteurs privés existe sur la chaîne depuis très longtemps. Voilà pourquoi cette formation est consacrée exclusivement aux acteurs publics. Avant de continuer, il serait tout de même intéressant pour nous de connaître la différence qui existe entre un acteur public et un acteur privé. Commençons par un acteur public. Alors théoriquement, un acteur public, c'est une personne ou une entité impliquée dans la gestion et la mise en œuvre des politiques et services publics. C'est une structure dont le fonctionnement dépend de l'État. Très bien. Donc par là, nous pouvons comprendre de manière beaucoup plus simpliste qu'un acteur public, quand on parle des acteurs publics dans un port, ce sont des structures ou des organisations dont le fonctionnement dépend entièrement des décisions étatiques. Donc, une structure qui dépend, dont le fonctionnement dépend de l'État. Et quand on parle des acteurs privés, ce sont des personnes ou des organisations appartenant au secteur privé, bien sûr.
c'est-à-dire non contrôlés par l'État ou le pouvoir public. Ne comprenez pas l'expression non contrôlé par l'État dans le sens strict. Non contrôlé ici signifie tout simplement que l'organisation ne dépend pas du fonctionnement ou encore de la compétence de l'État. Parce qu'il s'agit des entreprises privées, bien que l'État a la légitimité de contrôler toutes les structures qui existent, voilà, bien évidemment sur un territoire, eh bien le fonctionnement des acteurs privés ne dépend pas de l'autorité étatique. J'espère que vous avez très bien compris la différence qui existe entre un acteur public et un acteur privé. À présent, nous allons donc vous présenter les différents intervenants ou acteurs publics dans un port. Quels sont les différents intervenants ou acteurs publics habilités à évoluer sur une plateforme portuaire? Il en existe plusieurs. Mais pour cette formation, nous allons vous présenter 5 intervenants publics, parmi lesquels nous avons le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, le ministère des Transports et enfin le ministère du Commerce et des Approvisionnements. Donc, pour cette formation, nous n'allons parler que de ces 5 acteurs ou intervenants publics. Je crois qu'il y a une petite erreur ici. Il ne s'agit pas des acteurs privés, mais plutôt des acteurs publics. Nous allons donc commencer par le ministère de la Santé. Mais avant de parler du ministère de la Santé, sinon de l'intervention de ce ministère sur une plateforme portuaire, je pense qu'il serait quand même intéressant pour nous de savoir quelles sont de manière générale les missions du ministère de la Santé dans un pays. Eh bien, les missions principales du ministère de la Santé peuvent varier d'un pays à l'autre, ce qui est tout à fait normal. Mais elles ont souvent des objectifs similaires. Les principales missions d'un ministère de la Santé sont, au nombre de 5 bien sûr, de manière universelle. La première mission, c'est l'élaboration des politiques de santé. Il s'agit de développer et mettre en œuvre des politiques de santé publique visant à améliorer la santé des citoyens. Nous avons la gestion des services de santé, c'est-à-dire superviser et coordonner les services de santé tels que les hôpitaux, les cliniques et les programmes de soins de santé primaires. Nous avons la promotion de la santé, c'est-à-dire mener des campagnes de sensibilisation pour promouvoir des modes de vie sains, la prévention des maladies et l'éducation en matière de santé. Nous avons la surveillance et le contrôle des maladies, c'est-à-dire le ministère de la Santé doit suivre et contrôler les épidémies et les maladies contagieuses, ainsi que mettre en place des mesures de prévention et de réponse. Et enfin, nous avons la régulation des professionnels de santé. Il s'agit donc pour le ministère de réglementer et superviser la formation, la certification et la pratique des professionnels de santé. Chers académiciens, mesdames et messieurs, je pense que ça devient beaucoup plus intéressant. Alors, parmi toutes ces missions, quelle est la mission qui peut conduire ce ministère sur une plateforme portuaire? Est-ce l'élaboration des politiques de santé, la gestion des services de santé, la promotion de la santé, la surveillance et le contrôle des maladies, ou encore la régulation des professionnels de santé? Eh bien, je pense que c'est la 4e mission qui conduit le ministère de la Santé sur une plateforme portuaire ou encore sur une plateforme aéroportuaire, c'est-à-dire dans un port ou dans un aéroport. C'est par rapport à la 4e mission. La surveillance et le contrôle des maladies. Étudions cet aspect un peu plus en détail. Nous avons donc le ministère de la Santé. Alors, qui doit intervenir sur une plateforme portuaire? Puisque nous parlons du transport maritime, donc c'est un navire qui doit embarquer d'un port A, voilà, et débarquer vers un port B. Ici, nous avons le port d'embarquement et de l'autre côté, nous avons le port de débarquement. Le navire doit donc
embarquer au port d'embarquement et débarquer au port de débarquement. Permettez-moi la redondance, question de faciliter bien évidemment la compréhension. Mais entre le port d'embarquement et le port de débarquement, le navire peut bien évidemment transiter par d'autres ports. C'est ce qu'on appelle par un port de transit. Alors, imaginez que ce port est localisé dans un pays atteint d'une maladie épidémiologique. Donc, le navire qui embarque dans ce pays pour l'autre pays transite dans un pays atteint d'une maladie épidémiologique. Et donc, lorsque ce navire va arriver au port de débarquement, la première autorité ou le premier intervenant, c'est le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé intervient par le biais de la police sanitaire aux frontières. Pour quelle raison? Eh bien, la raison, c'est de contrôler les équipages à bord comme pour voir est-ce qu'ils ne sont pas atteints de cette maladie ou de cette épidémie. Le but ultime, c'est de protéger la population contre les différentes épidémies ou maladies infectieuses. En quoi consiste le contrôle donc? Comment s'effectue le contrôle sanitaire des navires à l'accostage par le ministère de la Santé? Lorsqu'un navire accoste dans un port, le ministère de la Santé intervient par le biais de la police sanitaire aux frontières. C'est ce qu'on appelle par un contrôle sanitaire des navires. La mission du ministère de la Santé en matière de contrôle sanitaire des navires à l'accostage est de s'assurer que les navires respectent les normes sanitaires pour prévenir les risques de propagation des maladies. Ils exigent, c'est-à-dire le ministère pendant ce contrôle exige à l'équipage la déclaration maritime de santé, la liste des derniers ports d'escale, comme pour voir est-ce que le navire est transité par des pays atteints de cette épidémie par exemple, la liste des membres de l'équipage et de passagers, le livret de vaccination des marins. Ces mesures visent à protéger la santé des passagers et de l'équipage à bord, d'abord, ainsi que la santé des populations locales, tout en assurant la libre circulation des navires dans les ports internationaux. Chers académiciens, chers logisticiens, vous avez très bien compris que lorsqu'un navire accoste dans un port, le premier intervenant, c'est le ministère de la Santé par le biais de la police sanitaire aux frontières. La police sanitaire aux frontières intervient pour effectuer un contrôle sanitaire des navires. Et en quoi consiste ce contrôle sanitaire? Il s'agit pour la police sanitaire aux frontières, c'est-à-dire les agents du ministère de la Santé, d'exiger à l'équipage la déclaration maritime de santé, la liste des derniers ports d'escale, au capitaine du navire également, la liste des membres de l'équipage et des passagers, et enfin le livret de vaccination des marins. L'objectif, sinon le but de ce contrôle sanitaire, c'est tout simplement de protéger la population locale contre des éventuelles maladies épidémiologiques. J'espère que vous avez très bien compris l'importance, sinon la présence de ce ministère sur une plateforme portuaire ou aéroportuaire. Maintenant, à la fin de ce contrôle, n'y a-t-il pas un document que le ministère doit délivrer au capitaine du navire ou à l'équipage? Si oui, quel document délivrer lorsqu'il y a conformité? Donc, un navire accoste dans un port, le ministère de la Santé intervient pour effectuer un contrôle sanitaire des navires. Mais si le contrôle est satisfaisant, le ministère doit délivrer normalement un document comme pour prouver, voilà, son passage. Par conséquent, le service de la santé délivre une libre pratique si les visites et documents, je pense bien, sont conformes.
c'est-à-dire lorsque le ministère effectue un contrôle et s'aperçoit que le navire n'a rien à reprocher, le ministère de la Santé doit délivrer au capitaine du navire un document qu'on appelle libre pratique. La libre pratique, c'est un terme utilisé dans le domaine maritime pour indiquer qu'un navire a satisfait aux exigences sanitaires et peut entrer dans un port sans restriction. Autrement dit, le navire n'est pas soumis à une quarantaine et à d'autres mesures restrictives pour des raisons de santé publique. Le deuxième intervenant que nous abordons, c'est le ministère de l'Intérieur. Alors, tout comme le ministère de la Santé, nous allons d'abord commencer par les différentes missions assignées à ce ministère dans un pays. Les missions du ministère de l'Intérieur varient selon les pays, mais elles sont généralement centrées sur la sécurité intérieure, la gestion des affaires civiles et la protection des citoyens. Voici quelques-unes des principales missions du ministère de l'Intérieur. Nous allons exposer cette mission. La première mission, c'est la sécurité publique. Le ministère de l'Intérieur assure la sécurité et l'ordre public, y compris la lutte contre la criminalité, le terrorisme et la violence. Ce ministère supervise souvent les forces de police et de gendarmerie. Mais cela dépend toujours des pays. La deuxième mission, c'est la protection civile. Coordonner les services d'urgence et de secours, gérer les crises et les catastrophes naturelles par les SAMU, les sapeurs-pompiers, et garantir la protection des populations en cas d'urgence. La troisième mission, c'est la gestion des migrations, c'est-à-dire le ministère doit réguler les flux migratoires, délivrer les visas et les permis de séjour et traiter les demandes d'asile. La quatrième mission, c'est l'administration des collectivités locales, c'est-à-dire le ministère doit superviser les gouvernements locaux et régionaux, veiller à la bonne gouvernance des collectivités territoriales et assurer une répartition équitable des ressources. La cinquième mission, nous avons les affaires électorales. C'est le ministère de l'Intérieur qui nécessairement organise et supervise les élections nationales et locales, garantit la transparence et l'équité des processus électoraux. Sixième mission, c'est la sécurité routière. Établir des politiques et des règlements pour assurer la sécurité sur les routes, réduire les accidents de la route et promouvoir la mobilité urbaine. Et enfin, la dernière mission, c'est la lutte contre les incendies. Gérer les services de lutte contre les incendies et les services de secours pour protéger les vies et les biens. Chers académiciens, mesdames et messieurs, voici entre autres les différentes missions assignées au ministère de l'Intérieur dans un pays. Maintenant, la question que je voudrais bien vous poser, parmi ces 7 missions, quelle est la mission qui peut conduire ce ministère sur une plateforme portuaire? Est-ce la sécurité publique, la protection civile, la gestion des immigrations, administration des collectivités locales, affaires électorales, sécurité routière ou encore la lutte contre les incendies? Eh bien, la mission qui conduit ce ministère sur une plateforme portuaire ou aéroportuaire, c'est la troisième, c'est-à-dire la gestion des migrations. Étudions cet aspect un peu plus en détail. Nous avons donc un navire qui doit quitter un port A vers un port B et qui peut bien évidemment dans un certain cas transiter par plusieurs ports. Imaginons que ce navire doit débarquer au port autonome de Pointe-Noire, c'est-à-dire en République du Congo. Mais il s'avère que le navire est passé par un port de transit et arrivé dans ce pays, il y a un criminel recherché qui saute sur le navire afin de venir, bien évidemment, se réfugier au Congo. Lorsque le navire va arriver, c'est d'abord le ministère de la Santé et ensuite, c'est la police d'immigration qui doit intervenir. Question de détecter, sinon d'identifier les éventuels passagers
clandestins. Donc, le ministère de la Santé intervient pour protéger la population contre les éventuelles maladies épidémiologiques. Ici, vous avez le ministère de l'Intérieur qui intervient par le biais de la police d'immigration. L'objectif, c'est d'intercepter, voilà, les éventuels passagers clandestins. Bon, nous allons maintenant étudier comment s'effectue le contrôle policier des navires à l'accostage par le ministère de l'Intérieur. La police d'immigration. Le port est une frontière maritime et la police d'immigration doit contrôler l'accès au territoire national des passagers à bord et les éventuels clandestins. Voilà. Elle veille sur la validité des passeports et des livrets maritimes de l'équipage. Un livret maritime est un document appartenant aux marins. Donc, vous avez compris que le port est considéré comme une frontière maritime. Comme nous parlons de la police d'immigration, eh bien, elle doit intervenir pour contrôler l'accès au territoire national des passagers à bord du navire, ainsi que des éventuels clandestins. Mais comment s'effectue ce contrôle? La police, à son tour, demande qu'on lui fournisse les documents suivants: la liste d'équipage, la liste des passagers à bord, la liste des derniers ports d'escale, les caractéristiques du navire, le manifeste de cargaison, la liste des marchandises dangereuses, le certificat de conformité ou code ISPS. L'importance de tous ces documents. Je vous prends juste un exemple très simple, la liste des passagers à bord. Alors, imaginez qu'il y a par exemple un mandat d'arrêt international émis contre une personne quelconque. Lorsque la police va donc consulter la liste des passagers à bord, si on constate la présence de cette personne recherchée, eh bien, la police peut interpeller, voilà, avec beaucoup plus de professionnalisme, la personne recherchée. Donc, par là, vous comprenez un peu l'importance de la présence de la police sur une plateforme portuaire. Mais attention, je tiens à préciser que la police d'immigration, sur une plateforme portuaire, généralement, elle ne travaille pas en tenue. Ce sont des civils, qui sont des policiers, bien sûr. Voilà. Quel document délivrer lorsqu'il y a conformité? C'est-à-dire, le navire arrive, il doit se faire contrôler par la police d'immigration. Mais lorsqu'il y a conformité, lorsqu'il n'y a rien à signaler, quel est le document que la police va devoir délivrer? Lorsqu'il y a conformité des documents, la police d'immigration délivre les laissez-passer aux marins afin de leur permettre une libre pratique de leurs activités commerciales sur le territoire national. Abordons maintenant le ministère des Finances. Vous avez déjà compris l'importance de la présence du ministère de la Santé ainsi que du ministère de l'Intérieur sur une plateforme portuaire. Nous allons maintenant vous montrer l'importance du ministère de la Santé sur une plateforme portuaire. Le ministère des Finances intervient par le biais de l'administration douanière, pour vous donner déjà une idée de manière générale. Le ministère des Finances a plusieurs missions principales axées sur la gestion des finances publiques et l'économie nationale. Nous allons parler de 6 missions du ministère des Finances dans un pays, bien sûr. La première mission, c'est la gestion du budget de l'État, c'est-à-dire c'est le ministère des Finances qui élabore, suit et exécute le budget national, incluant la répartition des ressources financières aux différents ministères et services publics. La deuxième mission, c'est la fiscalité, c'est-à-dire mise en place et gestion du système fiscal, collecte des impôts et taxes et lutte contre la fraude fiscale. La troisième mission, c'est la gestion de la dette publique. Le ministère des Finances doit surveiller et gérer la dette nationale, y compris l'émission d'obligations et la négociation des prêts internationaux. Quatrième mission, ce sont des politiques économiques, c'est-à-dire le ministère doit développer et mettre en œuvre des politiques économiques pour promouvoir la croissance, l'emploi et la stabilité économique. Nous avons la régulation des marchés financiers, c'est-à-dire la supervision des marchés financiers et des institutions financières pour garantir leur stabilité et leur intégrité.
Et enfin, nous avons la gestion des biens publics, administration et gestion des biens publics tels que les propriétés de l'État et les ressources naturelles. Alors, vous avez une idée générale sur les différentes missions, bien évidemment de manière générale assignées au ministère de la Santé dans un pays. Maintenant, parmi ces 6 missions, la question que je voudrais une fois de plus vous poser, quelle est la mission qui peut conduire ce ministère sur une plateforme portuaire ou aéroportuaire? Eh bien, c'est la deuxième mission. La mise en place et la gestion du système fiscal, la collecte des impôts et taxes et la lutte contre la fraude fiscale. Voici donc la mission, sinon la principale mission qui conduit ce ministère au niveau des ports ainsi qu'au niveau des aéroports. De manière beaucoup plus détaillée, un navire doit accoster au port autonome de Pointe-Noire, c'est-à-dire en République du Congo. Ici, vous avez l'image d'une plateforme portuaire. Donc, le navire doit accoster ici afin de solliciter le déchargement ainsi que le chargement des marchandises. Mais nous sommes sans ignorer que le port fait partie des infrastructures de base dans un pays. Donc, le pays investit son argent dans la construction des infrastructures de base. Écoutez très bien, je dis le pays investit son argent pour construire les infrastructures de base. Économiquement parlant, un investissement, c'est une opération économique qui doit obligatoirement rapporter des profits. Donc, un investissement, c'est une opération qui doit rapporter des bénéfices. Mais comme l'État a investi son argent pour construire des ports, comment est-ce que l'État peut faire pour récupérer, bien évidemment, son investissement? Eh bien, l'État envoie ses agents, donc le ministère des Finances qui envoie ses agents ou encore ses bras droits qu'on appelle communément par les douaniers,